Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait ta merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, et je suis pas venu aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. D'Archeville, et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. Le but exceptionnel de Benrahma. Un dégage. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet. Pour le football club de Lorient, par Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Briel et l'égalisation Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3-2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Martin Waris. Le voilà, le ballon de Martin Waris face à Tchadic qui va retrouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Sur le moine, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Avec Bonso, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast. Le FC Lorient est dans la tourmente après une défaite en Coupe de France au tir au but contre Lens. Lorient va s'incliner à Nantes après une prestation relativement terne. Ça fait suite à un 0-0 tout honteux contre Angers, à une défaite 4-2 contre Reims. Lorient sombre, Lorient est donc 20e, Lorient est 8e de Ligue 1. Est-ce qu'on ne serait pas un peu trop sévère avec le FC Lorient là ? Ça va être l'objet de notre débat aujourd'hui. Comité restreint, parce que je suis avec Lucas. Salut Lucas. Salut les gars. Et Pierrot est là également. Salut mon Pierrot. Salut. Pas de Kams qui est retenu. On va dire la vérité. En fait, il a encore confondu la date de l'enregistrement. Pas de Raphaël Lecor, le Cathy Guetta du podcast, puisqu'il est occupé à organiser des soirées. Vous avez vu qu'il organise des soirées FC Lorient sur Paris là ? Ouais, je sais, ça marche plutôt bien apparemment. Ouais, Lens, ils étaient assez nombreux. Ils ont refait une soirée pour le match de Nantes. Donc, pour l'instant, ils sont à 2 défaites sur deux soirées. Ça va être de la bonne ambiance. On commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, Lucas. Nantes-Lorient, la première surprise, est-ce que ça n'aurait pas été les compos de ce Nantes-Lorient ? On a vu beaucoup de turnover ou alors des choix forts de la part de Régis Lebris. Ouais, totalement. Il y a quelques surprises et quelques joueurs, on s'y attendait. Notamment Dieng, on reviendra peut-être rapidement sur le match de Lens, mais voilà, qui a vécu une première titularisation très compliquée au poste de numéro 9, très esselé, pas très sûr techniquement. Après, il a aussi changé du coup les 2 ailes, mais surtout, quelque chose qu'on s'y attendait pas trop, c'était le passage sur le banc de Le Goff finalement, qui avait joué tous les matchs de la saison en tant que titulaire, qui a toujours été un titulaire depuis maintenant, on va dire, 5 ans. Ouais, il était à 776 matchs consécutifs, je pense. Un truc comme ça. Donc, assez surprenant, mais finalement, un peu au niveau de la forme du moment, moi, en avant-match, j'étais plutôt satisfait parce que ça fait des années qu'on dit que parfois on critique un peu Le Goff, mais qu'il n'y a pas forcément de concurrence. Donc là, qu'il soit sur le banc un match, moi, j'étais assez curieux de voir ce que ça pouvait donner. Donc une compo différente, un peu surprise, mais bon, la mayonnaise n'a pas prise. Pierrot, on a vu une première mi-temps très, très compliquée du FC Lorient. Très compliqué parce que tu as des joueurs qui devant se trouvent pas, se laissent souvent à 20 mètres les uns des autres. Des ailiers qui n'arrivent pas à percuter devant. Et ça commence à devenir assez récurrent en ce moment sur ce secteur de jeu. Après, point positif, pour ma part, une défense, une charnière plutôt solide, chose qui a quelques semaines après la blessure de Laporte, on avait un peu des doutes
sur Meïté et je trouve que sur les derniers matchs, il monte en puissance de plus en plus. Ouais, c'est vrai qu'on était un petit peu inquiets. Rappelez-vous le soir du Ferry Time, si vous ne l'avez pas écouté, c'est dispo sur YouTube en replay. Euh, on était un peu inquiets de cette absence de défenseur central, au cas où Talbi ou Laporte se blessait. Bon, bah, on a porté l'œil évidemment, puisque Julien Laporte, on a une pensée pour lui évidemment. Fin de saison sur le match suivant, sur une blessure un peu bête en plus, un tacle, il glisse bizarrement. Bref, Même pas 24 heures après, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, de rien, hein, Juju. Euh, et on avait un petit peu peur en se disant, Meïté, c'est peut-être un peu juste. Bon, il fait le taf. C'est pas non plus, c'est pas Laporte, on va dire. C'est pas l'assurance tout risque, mais Lucas, Meïté donne satisfaction. Ouais, totalement. Bah, j'étais un peu plus réservé après le match de Lens, parce que même si on fait un meilleur match au global, le côté droit avec Igor Silva et du coup Mobilité, c'était un peu compliqué, un peu un manque de communication. Je me rappelle d'une action, je sais pas si vous l'avez en tête, où en fait lui et Igor montent sur un duel, et au final on se retrouve avec un 3 contre 1 ou un 3 contre 2 parce qu'ils se sont pas parlé. Mais après, ça, c'est des erreurs on va dire c'est l'apprentissage, mais face à Nantes, très costaud, parce qu'il avait comme un client avec Andy Delors face à lui. Donc, même s'il était peut-être pas forcément en jambes encore. Mais voilà, il a été très costaud, assez entreprenant dans les duels. Donc, bonne surprise. Et puis, à la relance, je sais pas trop quoi en penser encore. C'est pas forcément ce qu'apportait Laporte, mais voilà, il s'en sort, il prend des risques, mais pour l'instant, c'est plutôt payant. Ouais, donc ça c'était un point positif, mais dans l'ensemble, ça reste un match très, très, très poussif. Je ne sais pas si vous avez observé pendant le match combien de fois Koné, Ponceau, même Diarra, parfois Kathleen aussi, se sont retrouvés seuls, esselés avec la balle, à attendre du soutien. Les mecs étaient à 10-15 mètres. Ça venait pas. Qu'est-ce qui se passe tactiquement? On sent, Lucas, que c'est très compliqué en ce moment. Ouais, totalement. Bah, on en discutait un peu pendant le match, c'est que en fait, le bloc était hyper éclaté. Que ce soit dans le pressing ou même voilà, à la perte, à la récupération, il y avait un espace entre lignes qui était énorme. Et du coup, si on voit un match comme ça où le fait perd énormément de ballons, il fait certes un mauvais match, mais c'est aussi dû à l'équipe en fait, qui était complètement écartée. Personne n'était vraiment à sa place. On n'a pas revu ce bloc très resserré qu'on voyait en début de saison, qui permettait de combiner très rapidement et de remonter le ballon. Donc là, j'ai pas trop compris pourquoi c'était même pas resserré en fait en début de match. Je pense que Nantes nous a mis beaucoup en difficulté aussi avec pas mal d'agressivité en début de match, ce qui a fait on a eu du mal à rentrer dans ce match. Euh, mais voilà, donc pour revenir à ce que tu disais, ouais, totalement. Donc en fait, on n'a pas retrouvé de la cohérence. Et Ponceau, par exemple, a essayé quelques fois de faire un peu chemin seul, mais derrière, pas du tout l'appui qu'il avait les semaines précédentes. Pierrot, ces difficultés tactiques que l'on observe, on observe aussi des changements qui sont moins payants du côté de Régis Lebris. Est-il passé de Pep Guardiola avant le mercato à Léo van der Elst, l'entraîneur des héros du gazon? Ceux qui ont la référence connaîtront. Est-ce que Régis est aussi dans le creux de la vague en ce moment? Alors ouais, il y a sûrement des choix tactiques que je partage pas tout le temps sur les derniers matchs. Après, faut pas oublier qu'il a une équipe qui a beaucoup changé en très peu de temps, avec un départ dans chaque poste clé, une blessure de Laporte en défense, la perte d'Abergel pour quelques temps au milieu, Ouattara sur le côté, Mofi devant. Donc il y avait une stat pendant le match que il y avait 2 tiers des buts qui étaient marqués par des joueurs qui ne sont plus là. Donc déjà, ça montre un peu l'efficacité qu'avaient les 2 joueurs qui sont partis cet hiver, pardon. Et après, tu as des joueurs qui sont arrivés le dernier jour du mercato. Ça fait même pas 15 jours qu'ils sont là. Donc déjà, pour assimiler la tactique, je pense que ça met un peu plus de temps que ça. Et après, on a des joueurs qui sont un peu vraiment en dedans et qui ont, pour moi, pas le niveau Ligue 1
et qu'il n'a pas trop le choix de mettre parce que il faut faire tourner. Vous noterez que j'ai été sympa avec Régis, je l'ai comparé à Léo Van der Elst, je ne l'ai pas comparé à Philippe Leclerc, l'entraîneur original des héros du gazon. Léo, il vient le remplacer, justement, il vient l'aider. Alors, en parlant de ces joueurs qui ne sont pas forcément au niveau, Pierrot, j'imagine que tu penses à nos ailiers qui ont, on va dire, des opportunités à gogo et finalement, ils n'arrivent pas à s'en saisir. Et en particulier, Stéphane Diarra, c'est vraiment compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué pour lui. Après, j'ai rien à dire de plus. Il a du mal. Il a pas le niveau, c'est tout simplement. C'est une réalité aujourd'hui. Et après, on a un Johan Kathleen qui, un match sur deux, peut se montrer percutant et montre des choses intéressantes. Et le match d'après, les choses qui étaient intéressantes le match d'avant, on les voit plus chez lui. Donc il y a un gros manque de régularité chez lui. Et après, on a Fèvre, qui essaye de faire du Fèvre un peu perso, essayer d'aller dribbler, tout ça. Et Dieng, qui pour l'instant n'apporte pas très grande satisfaction sur son comportement sur le terrain. Je parle en termes de venir chercher le ballon, un peu une attitude trop attentiste. Mais pour les deux derniers joueurs, comme j'ai dit, ça fait que 13 jours qu'ils sont là. Donc, puis c'était des joueurs en manque de rythme aussi la première partie de saison. Oui, c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué en plus. Donc, on peut pas trop leur en demander, même s'il y a quand même une certaine pression sur leurs épaules en termes de coûts financiers de leur part et du fait du rôle des joueurs qui doivent remplacer. Tiens, en parlant de Dieng, Lucas, on a tous en tête cette occasion, un contre un face au gardien. Talonnade, elle passe entre les jambes du gardien, c'est le défenseur nantais qui arrive en courant derrière qui avait à la sauver. Est-ce que c'est le meilleur geste à faire ou tu penses qu'il doit assurer plat du pied? Non, c'est pas du tout le bon geste à faire, hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est plutôt un joueur qui a l'habitude de tester un peu des gestes un peu extravagants ou alors des gestes même compliqués. On a déjà vu tenter 2-3 retournées acrobatiques, mais ça n'a rien à voir ici. Mais en tout cas, j'ai du mal à comprendre comment il peut faire ce geste-là dans une situation où il a besoin de se mettre en confiance, dans un match où en plus on est mené. Ça me paraît pas du tout naturel, donc c'est assez compliqué à juger là-dessus. Surtout qu'il rentre dans un match où il a besoin de prouver, dans un match où Koné a été plutôt en difficulté parce que par rapport à notre position sur le terrain, il a eu du mal à soit remiser parce que, comme on l'a dit, le bloc était très très large, ou même à exister. Donc il avait une vraie carte à jouer. Donc déjà que, comme disait Pierrot, techniquement c'est compliqué. C'est pas du tout donc la qualité technique qu'il peut avoir Mofi, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande. On va pas lui demander des exigences aussi hautes, mais même des gestes assez simples. Pour l'instant, il n'est pas du tout dans la maîtrise. Donc là, il va falloir attendre beaucoup plus de lui, surtout si on veut une alternative à Mofi en termes de profil, donc à une prise de profondeur. Si aujourd'hui Dieng propose ça, ça va être très compliqué. Et puis, je voulais aussi attirer votre attention sur un joueur dont l'arrivée devait résoudre un problème qu'on avait, c'était la Abergel dépendance, c'est Jean-Victor Makengo. Ses premières impressions sur les premiers matchs, évidemment, comme tu l'as dit Pierrot, attention, il vient d'arriver, il a que 15 jours, etc. Donc, on reste mesuré, mais voilà, votre impression sur Makengo, est-ce qu'il peut être une alternative à Abergel, justement, Pierrot? Alors curieusement, j'arrive pas à me faire un avis sur le joueur. J'ai du mal à voir ce qu'il peut apporter. Ses points forts, c'est vraiment un joueur où pour l'instant j'ai encore du mal à me prononcer. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment une Abergel dépendance. On a fait que perdre, on n'a pas gagné un match pendant qu'il n'était pas là. Donc, oui, on a 0 victoire sans Abergel. C'est une stat assez folle, je trouve. C'est presque surtout qu'il y a quelques matchs qui ont été joués sans lui, donc tu vois, c'est pas. Ouais. On serait pas loin de la définition de la MVP, quoi. C'est ça. Mine de rien. De toute façon, comme les autres candidats au MVP sont partis, de toute façon,
Ça sent le tripit pour notre ami Lolo. On verra en fin de saison. Mais bon, après, il a raté quand même pas mal de matchs. Lucas, sur Makengo, on revient à Makengo. Justement, est-ce que ça peut être une alternative à Bergel qui, on voit là, c'est bien d'enchaîner les matchs, mais physiquement, ça tire, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je suis quand même plutôt positif par rapport à son arrivée. Sur le premier match à Angers, même si je l'ai vu partiellement, j'avais vu pas mal de qualités comme dans la projection, un peu plus de vivacité, un peu plus euh, de couverture de terrain que pouvait avoir Bonke Innocent, même si on partait du coup d'un niveau assez compliqué avec lui. Après, face à Lens, je l'ai trouvé plutôt bon techniquement dans les petits espaces, notamment, même si en début de match c'était compliqué mais voilà, c'était au global où on a beaucoup souffert. Il a su s'en sortir dans les petits espaces techniquement face au pressing lensois et à la densité. Donc là, plutôt intéressant. Et là, oui, je pense que notre prestation, notre, notre position moyenne globale, comme on en a parlé, l'a pas beaucoup aidé. Mais après, ouais, je pense pas que c'est du tout un joueur qui a le potentiel, qui a la capacité de récupération qu'a Bergel. Et aujourd'hui, en plus, quand on a un Lefebvre qui est pas dans un bon jour, c'est-à-dire qu'il récupère pas forcément le ballon et qui ratisse pas énormément, aujourd'hui, il avait beaucoup d'espace à couvrir et c'est pas forcément ce qu'on attend de lui. Je pense que Le Brise attend plus de lui d'amener un peu plus de créativité et un peu de projection aussi. Donc, donc voilà, pour moi, c'est un profil différent, mais qui va être très important pour la suite. Moi, ce qui m'a vraiment surpris sur ce match de Nantes, alors évidemment, il y a beaucoup de joueurs nouveaux, c'est une nouvelle équipe. On faisait la petite statistique. On a perdu depuis le début de saison, on a perdu un joueur par ligne. Vogo, Laporte, Abergel, alors ça c'est des blessures, et Dango et Mofi sur des transferts. Donc forcément, l'équipe est complètement chamboulée. Mais il n'empêche que sur ce match de Nantes et sur les matchs d'avant, on va revenir sur évidemment le match de Coupe de France contre Lens. On sent que tactiquement, on cherche systématiquement dans les couloirs. Le schéma de passe relance derrière l'arrière vers le couloir. Bon, je pense que les gars en face ont compris. Hein, ils mettent des joueurs de couloir face à nous. Mais voilà, on sent que tactiquement, il se passe quelque chose de... c'est mou, quoi. Est-ce que vous avez cette sensation aussi, Lucas? Ouais, déjà, on en parlait rapidement avant, au niveau des ailiers, on se rend pas compte, mais la qualité qui a été perdue est quand même assez phénoménale parce que donc là, Kathleen, comme disait Pierrot, c'est quand même encore assez irrégulier, même si j'y voyais beaucoup de positifs après le match de Lens parce que je trouvais monter en puissance et gagner en efficacité, en tout cas dans ces duels. Mais là, on voit que du coup, peut-être enchaîner tous les 3-4 jours, il a eu plus de mal parce qu'il n'a pas eu de jus. Et il avait peut-être C'est aussi... lui qui simule sur le penalty et derrière pas le péno, c'est Darlin Yongwa, j'ai un doute là. C'est Yongwa. C'est Yongwa, ok, bon bref, on reviendra là-dessus après. Mais en tout cas voilà, les deux sur leur côté avaient fait un super match. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a vu Yongwa dimanche. Mais voilà, en fait, Diarra qui sort à la 50e minute, aujourd'hui, ces ballons, quand il reçoit un ballon, il a pas voulu. En fait, t'as l'impression qu'ils ont pas envie, soit ils ont trop d'espace pour se projeter, et donc c'est compliqué d'y aller tout seul, ou alors ils sont complètement déconnectés et ils osent pas, donc ils font une passe en retrait, et au final, on a un jeu qui devient beaucoup plus stéréotypé, avec moins de profondeur. Et du coup, en fait, on retrouve plus les liens qu'il y avait donc avec le côté gauche, par exemple le Goff, Abergel, Ouattara, qui se connaissaient très bien. Ça arrive à combiner. Là, il y a des nouveaux repères aussi, donc ça n'aide pas forcément. Donc, et quand en plus individuellement ils sont pas au niveau comme Diarra, en fait ça nuit à l'animation offensive globale, quoi. Parce que en fait l'équipe maintenant par exemple se concentre beaucoup plus au côté gauche avec Kathleen qui peut être beaucoup plus dangereux par exemple. Alors justement, on parlait du coup de ce côté gauche et de Darlin Yongwa. Simulation sur la première action dans la surface. Pierrot, derrière, tu penses donc il y a péno hein, sur le deuxième, c'est pas la question, mais tu penses qu'il paye justement cette simulation? L'arbitre dit bon, je vais pas me faire avoir deux fois. Enfin, je vais plus me faire avoir du coup. Moi, la vie personnelle, il se jette un peu sur le deuxième aussi. Non, le deuxième, il n'y a pas grand chose à dire.
Mais voilà. Mais Darlene Yongwa, ouais, une bonne alternative. Bref, la question sur Darlene, c'est une bonne alternative. Et Pierrot, il fait comme ça, il est sourcil. Mais non, il y a penalty matin, midi et soir. Si tu siffles que des contacts comme ça, tu siffles toutes les fautes. Là-dessus, je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de mystère. Est-ce que c'est une alternative intéressante à Vincent Le Goff ou ça reste trop faible? Ce qu'on appelle le syndrome Quentin Lecuche. Défensivement, ça se vaut. La cartouche. Bon, sur le but de Lens, il suit pas l'attaquant. Hein. Oui, et le but de Nantes vient aussi de ce côté-là. Donc, Voilà, donc défensivement, il y a quand même quelques lacunes. Après, offensivement, je trouve qu'il y avait des choses intéressantes contre Lens, qu'on a moins vu contre Nantes. Après, je demande à voir sur un peu plus de matchs aussi. Mais tu vois, par exemple, sur le but qu'on encaisse à Lens, on a presque systématiquement la même occasion en deuxième et le défenseur lensois, il est dessus. C'est ça. Et ça fait pas but, c'est tout. C'est presque. Je pense que si on était doué en technologie, on pourrait faire un copier-coller des actions les unes sur les autres. C'est quasiment similaire, sauf que le latéral lensois, il est sur son gars, quoi. Il est sur son gars et ça se joue à ça finalement les matchs. Et je sais plus ce que j'allais dire du coup sur le côté gauche de Darlene Yongwa. Justement, le match de Lens, tiens, on en parle. Défaite en Coupe de France, défaite frustrante, en plus au tir au but. Qu'est-ce qu'on pense de ce match? Est-ce qu'il y avait la place pour faire un peu mieux? J'allais dire que c'était pas un grand Lens, mais en fait, en jouant tranquille, ils sont assez costauds quand même, les gars. Ouais, totalement. Moi, après le match de Lens, il y a eu une déception pendant le lendemain et même le soir même, bien sûr. Mais sur le match en soi, sur ce qu'on a proposé, j'étais plutôt satisfait et rassuré parce que par rapport au mois de janvier, on était plutôt inquiet quand même, même avec la seule victoire de Rennes, par exemple. Et voilà, c'est le danger. C'était pas des victoires rassurantes dans le jeu. Et on a vu une deuxième mi-temps qu'on a vraiment maîtrisée. Donc en première mi-temps, donc on a suffoqué pendant au moins 30 minutes, je dirais. Avec beaucoup de difficultés à ressortir, on n'a pas retrouvé nos qualités qu'on avait au niveau des ressorties de balles. Mais ensuite, en fait, ouais, je ne sais pas s'ils ont été un peu trop suffisants, comme tu le disais. Mais non, je pense on leur a fait mal. Et par exemple, même un Seko Fofana qui est rentré. Même s'il n'est pas dans la meilleure période de cette saison, il n'a pas du tout eu d'impact. Ils ont quelques contres assez dangereux, donc on a quelques contre-transitions défensives qu'on a mal gérées, on aurait pu en prendre plus. Mais pour moi, on pouvait faire mieux. Mais le problème, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur le match aussi, pendant au moins 70 minutes, je l'ai trouvé un peu inoffensif. En fait, on était à un moment, même si on était haut, soit c'était des centres un peu par dépit, mais en fait dans l'axe c'était fermé superbement par Lens. Alors tu fais bien de mentionner cette histoire d'inefficacité offensive, d'être inoffensif. Contre Nantes, on a tiré 5 fois au cadre et on se souvient il y a quand même 3 frappes molles. Il y a une frappe molle je ne sais même plus qui la frappe. Enfin bref, il y a la talonnade de Dieng, donc on est loin des actions construites. Contre Lens, on a tiré, excusez-moi, je sors les stats en même temps. Contre Lens, pareil, 5 fois au cadre. Qu'est-ce qu'on a joué avant? Angers. Alors là, attention les yeux. On a tiré 2 fois au cadre. Et avant Angers, c'était Reims, où on prend une branlée par le Pascal Dupraz-Roux, qui est à la hype en ce moment. On a tiré. Alors, Reims a tiré 31 fois, déjà. Et nous, on a tiré 5 fois au cadre. Et oui, on est inoffensif. Heureusement que le gardien de Reims était une sombre chèvre parce qu'il nous donne bien 2 buts. Mais sinon. Donc oui, on est clairement inoffensif. C'est quand même la chose la plus préoccupante, je trouve. Parce que, alors, j'ai pas le détail de ces 5 tirs cadrés, mais des occasions dangereuses. Par exemple, contre Nantes, j'ai pas souvenir qu'Alban Lafont fasse de gros exploits, quoi. Non, et l'action la plus chaude, c'est Dieng, en fait, et c'est même pas lui qui la sort. Ouais, t'as quand même 2 face à face, plus ou moins quand même, mais ils sont très mal négociés. Je sais plus le premier si c'est Koné ou alors Kathleen, je sais plus, mais je crois qu'on a quand même un deuxième qui est très mal géré.
Mais en fait, Tu parles c'est lui tout de seul. Nantes ou de Lens, là, du coup? Nantes, D'accord, ouais. plus Oui, côté d'accord. gauche, je crois, mais enfin. Bon, bref, dans tous les cas, oui, sur Ouais. le contenu, on a très peu de grosses occasions. Et un exemple clair de ce manque de lucidité offensive, de talent offensif, mais on peut dire ça, de talent, c'est dur peut-être, mais de repère. Moi, le match de Lens, en fait, c'est pas les tirs au but que j'ai en train de la gorge. Tirs au but, tu les perds, bon. Mais c'est juste après l'égalisation, on a un 4 contre 1. Ouais. Jean-Louis Leca, je sais pas, il a dû entendre des chants corses dans les tribunes. Il est à la hauteur, il est entre le point de pénalty et la ligne de la surface de réparation. L'entrée de la surface, donc hyper avancé. Makengo à la balle. Donc, on est quoi, à 25-30 mètres des buts, 4 contre 1. La moins pire des options, c'est tenter le lob à la limite, tu vois. Mais 4 contre 1, tu fais la passe. Et là, il tente une frappe, je sais pas ce qu'il fait. Et ça fait que 1-1 au final. Et derrière, tir au but, quoi. Ben, ça, c'est criant, je trouve, comme exemple de manque d'efficacité, de manque de lucidité offensive. Ouais, de compréhension aussi. Bah, comme on l'a dit, ils se connaissent pas. Et... Mais même si tu connais pas un 4 contre 1, même si tu connais Oui, pas non, le non, mec c'est à vrai, côté, non, t'as raison. Un 4 même contre 1, si t'apprends ça au... Enfin, comme disait 4 à contre l'école 1, de même foot. sans apprendre. Moi, tu mets sur un terrain de foot, je suis une bille. Un 4 contre 1, je sais qu'il faut faire la passe, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas Enfin, grave, ouais. on s'en sortira. Donc, c'est très étrange et on est très inoffensif depuis un sacré moment, quoi. Alors, on va pas tirer 31 fois au cadre comme Reims contre nous, parce que c'est quand même. Je suis pas un expert de la statistique, Lucas, tu me contrediras, mais ça n'existe pas de prendre 31 tirs dans un match. Non, on subit beaucoup trop. Encore si nous aussi, on était hyper. Enfin, en gros, si on prend 30 tirs, mais que de l'autre côté, on en met une vingtaine parce qu'on s'expose énormément et qu'on est ultra efficace, je serais pas forcément contre. Mais justement, je regardais les matchs un peu de la première partie de saison. Et par exemple, contre 3, on avait fait 20 tirs. Contre Reims, 14. Contre Brest aussi, 14, il me semble. Enfin, contre Brest, 14. Enfin, Ouais, mais tu vois, on- on était sur par exemple, le match où tu parles à Reims, le match aller. Pareil, on a eu des occasions, on était inefficace devant aussi, tu vois. Hmm. Ouais, là, c'était un peu le début aussi de. Bah, c'est là où, en fait, Reims, c'est C'est à le partir de match. ce match-là qu'on C'est juste commence après Bergel, en fait. La perte d'Abergel. Ouais. à dérailler. Et ce qui est frustrant en fait sur cette période, c'est qu'on s'était dit, ouais, Reims, Marseille, Monaco, ça va être l'enfer. Si on arrive à sortir 4 points, c'est cool. Hmm. On en sort 4 et on doit en sortir 6. On n'oublie pas cet assassin de Stéphane Diarra sur le match de Monaco. Et derrière, on regarde le calendrier, on se dit, bon, Reims, Angers, Nantes, tu peux faire 6 points, quoi. On en prend un. Bah, surtout Angers, en fait. Ouais, tu te dis, on peut faire 6 points, allez, 4 en étant pessimiste et t'en fais 1, quoi. T'en Angers, fais ils n'avaient pas pris un point au XXe siècle, les mecs, quoi. un et t'en aurais Au pu en prendre 21e. 0. Il n'y avait pas non plus de scandale. Ah oui, oui, on perd contre Angers, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Donc c'est un peu le monde à l'envers. Du coup, je vous pose la question, est-ce que ça sonne le glas de nos éventuelles ambitions européennes? Va-t-on terminer, Pierrot, la saison en roue libre, tel Chris Froome dans la descente de l'Alpe d'Huez? Du Tourmalet, pardon. On ne descend pas l'Alpe d'Huez, très rarement. Bah, ouais, je pense que là, tu pouvais, pour moi, tu pouvais encore espérer, hypothétiquement jouer une place européenne via la Coupe de France. Parce qu'honnêtement, quand tu vois ce qui reste derrière, Ouais, tu tu peux pouvais vraiment aller être en déçu. finale, quoi. Tu pouvais aller en finale. Tu peux vraiment être déçu parce que tu avais moyen de faire un coup. Ouais. Et en championnat, tu as des équipes qui sont très bien revenues comme Nice, qui ont gagné contre Lille, contre Lens, contre Marseille en une semaine. Enfin, tu as Lille qui est très fort. Enfin, toutes les équipes qui sont devant nous, Ouais, même Toulouse. intrinsèquement, sont beaucoup plus fortes. Et même tu as un Reims qui revient Non, mais très fort Reims, derrière. faut arrêter. Bon, Ouais, bref, on j'aime pas est ce très mec-là. très fort, hein. Ouais. Non, mais Toulouse. Si on cite pas Reims, on peut citer Toulouse. Mais, Ah Ouais, non, tu mais oui, peux. il faut citer Reims, mais voilà. mais en tout Mais cas. ouais, je pense que si tu continues comme ça, tu termineras même pas dans le top 10, quoi. Après, on Alors, en avait parlé un peu aussi. On est bien meilleur face au haut de tableau, même si on fait pas des super résultats en janvier. On s'est dit que est-ce que c'était pas forcément des adversaires qu'on avait envie de prendre? mais on est bien meilleur face à eux parce que c'est eux qui ont la balle face à nous, tu vois. Mm. Et Bah tu oui. retrouves à jouer contre Reims, ils font 30 tirs, les mecs.
C'est eux qui ont la balle. Nantes, pareil, c'est eux qui ont la possession. Je n'ai pas les chiffres de la possession. Je peux vous les retrouver très, très rapidement. Mais c'est pareil. Oui, Pierrot. Enfin, même quand depuis. Nantes-Lorient, c'est équivalent, hein, 50-50. Ouais. Mais bon, on n'est pas. Depuis la série fin octobre, là, tu gagnes 2 matchs. Tu gagnes 1 à Angers où tu gagnes assez miraculeusement 2-1. Parce qu'honnêtement, celui-là, si tu le perds 2 ou 3-0, il n'y a aucun scandale. Et le match de Rennes, tu le gagnes en jouant une mi-temps où la deuxième, tu te chies dessus pendant 45 minutes. Et s'ils égalisent, il n'y a pas scandale non plus. Hein. Oui, mais si tu as 3-0 à la mi-temps, c'est pas honteux non plus. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, mais tu regarder regardes de la façon ce deuxième match-là. mi-temps, c'est vraiment cagué dessus. On n'a même pas tiré une fois. On n'a même pas eu l'occasion. Oui, bien sûr. Donc, tu vois, il y a eu du bon, mais il y a aussi du très mauvais sur le même match. En tout cas, la suite, justement, ça va être 2 adversaires en théorie à notre portée, puisqu'on reçoit coup sur coup l'AC Ajaccio. Alors, normalement, défaite, Raphaël sera au stade. Mais si on suit la logique des statistiques, match annulé, parce que je serai normalement au stade, donc il va se passer un truc. Lorient-Ajaccio, puis Lorient-Auxerre, le retour de Pélissier au Moustoir. On en avait déjà parlé ici, Pélissier qui doit avoir le droit quand même à une petite... si ce n'est une ovation, une bonne salve d'applaudissements, en tout cas, on espère. Ouais. Et on va lui offrir 3 points. Et on va... Bah oui, il faudrait quand même qu'on relance Christophe, on n'est pas vache. Donc d'abord... D'abord, ça va être l'AC Ajaccio qui n'est pas sur une excellente série, puisqu'ils sont sur 4 défaites en 5 matchs. Ils viennent de perdre ce week-end un match. Non, ils ont pris 3-0 à Nice. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le match. Mofi, c'était pas extraordinaire, hein, sa prestation face à Ajaccio. Il était un peu esselé là, tout seul devant, comme une âme en peine. On aurait dit un Lorient 2022, mars 2022, quoi. Espérons pour lui qu'il arrive à trouver ses repères là-bas. On s'en fout. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu maintenant, en fait? Moi, j'ai un peu tendance à dire, bon, il est parti, on s'en fout. Moi, complètement. Ouais. Non, bah après, ça reste quand même un joueur qui a compté pour le club depuis 3 ans, donc on va pas l'oublier comme ça. Après, oui. Après, non, faut pas l'oublier, mais voilà, c'est. Soyons honnêtes. Imaginons Mofi, catastrophe à Nice. Et on l'a vendu 30 millions. Est-ce que ça nous ferait pas un peu marrer? Moi, complètement. Donc, s'il craque à Nice et qu'il réussit ailleurs, ça me ferait encore plus marrer. Normalement, il devrait marquer le 19 mars au GC Nice-Lorient. Il devrait marquer ce jour-là. Évidemment, il va lancer sa saison, sa deuxième partie de saison. Mais non, il jouera pas vu qu'il est prêté. Il est prêté. Il va pas jouer. C'est vrai, Pierrot. On a oublié ce détail. Je suis sûr qu'on a mis une clause dedans. Lolo. Mais... Donc, sa saison, il va pas pouvoir la lancer contre nous. Ouais, c'est bon. Bref, revenons à nos histoires. Ça passe donc par Ajaccio ce dimanche. Allez, je vous pose la question, quel 11 on va voir? C'est bien parce que là, forcément, Régis va encore refaire des changements. Il ne peut pas repartir avec ce même 11. Dans les buts, Vito, s'il n'est pas blessé, on a vu qu'il y avait un petit alerte pendant le match. A priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Charnière centrale, ce sera toujours, malheureusement pour Julien Laporte, ce sera toujours Meïté Talbi. À droite, Kaloulou, ça ne devrait pas bouger. À gauche, vous voyez un retour de Laporte ou c'est-à-dire un retour de Laporte, de Le Goff, ouais, pardon. Est-ce que c'était juste du load management? Il y avait beaucoup de matchs, il fallait qu'il se repose et il reviendra donc pour Ajaccio, ou est-ce que Darlin a pris la place? Pierrot, je te demande pas ce que tu souhaites, hein, je te demande ce que tu penses. Non, je pense que Le Goff sera titulaire dimanche. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Lucas? Ouais, surtout qu'on va jouer sûrement en bloc haut. J'imagine qu'on aura la balle. Donc, du coup, est-ce qu'on repart sur ce 4-2-3-1 contre Nantes en jouant à la maison? Oui. Ouais, par le 4-2-3-1-2 contre Nantes en jouant à la maison. Le fait Makengo, ça devrait continuer. Bergel ne sera pas remis pour l'AC Ajaccio. Du coup, c'est peut-être devant où on va avoir des changements. Diarra, Ponceau, Kathleen, Koné. Qui reste, qui sort? Alors, Diarra, ça saute. Ça sort. Et tu mets qui à droite, du coup? Fèvre? Fèvre. Ouais, je pense qu'il y a... Dans un match où on aura le ballon, il aura peut-être pas trop de repli défensif à faire. On va prendre 300 tirs, tu vois. On va se marrer. Fèvre à droite,
Ponceau, je pense qu'il reste, à Oui. mon avis. D'ailleurs, Ponceau, je trouvais qu'un de ses gros axes d'amélioration, c'était sa prise de risque offensive prise d'initiative offensive, frapper au but et tout. Et je trouve que contre Nantes, on a un peu plus vu d'initiative. Ouais, c'est vrai. Ça venait aussi du fait qu'il était souvent tout seul à la ballon et personne autour. Donc, quitte à la balancer, autant balancer vers le but, quoi. Ouais. Mais on ne sait jamais sur un malentendu. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est un gros axe d'amélioration pour lui. Prendre de l'initiative offensive. On a vu une situation où il est dans la surface et il a un angle de frappe. Et je ne sais pas ce qu'il fait. Il hésite, il la remet en arrière. Ouais. On l'a souvent vu dans ces situations proches du but, à pas frapper, à chercher l'extra passe. Donc, bref, voilà, je voulais souligner ça. Ponceau, donc pour vous, ça reste. Kathleen à gauche. Bah, ouais. Ok. Oui, parce que pour moi, il a plus prouvé que sur les derniers matchs que même si Dieng, c'est encore trop frais, mais Parce que voilà, la solution, c'est Dieng et Koné devant. Dieng à droite et à gauche, pardon, et Koné. Ou Kathleen et Dieng en pointe. Ouais, après, pour moi, ce serait un peu, c'est pas dégueulasse, t'as pas trop le mot, mais en tout cas, de le récompenser avec une titularisation après une entrée comme ça, et après un match contre Lens qui a été calamiteux. Pour moi, il doit saisir sa chance quand il rentre. Et pour l'instant, on fait confiance aux titulaires qu'on prouvait, entre guillemets. Donc, Lucas, pour toi, c'est Kathleen Koné. Ouais. Ouais, Pierrot. Pour moi, Koné, c'est un titulaire. Et... Ouais. Alors certes, on voit pas techniquement, c'est pas le Pérou, mais moi j'aime bien son attitude sur le terrain. Il va s'arracher. Ouais. Enfin, il y a une attitude où tu vois de guerrier où il va pas lâcher du tout la balle et tout. Ça, c'est mouiller le maillot. Attention, comparaison hasardeuse, mais un peu comme Terem quand il était dans le. Pardon, je tapais dans le micro, ça sera peut-être entendu dans l'épisode. Un peu comme Terem quand il était les Timberland au pied, quoi. Il y avait le ballon dans les pieds, bon bah ça giclait en touche, mais ça se bat, ça essaie de garder protégé, de défendre, ça fait du pressing. Et après, on n'en a pas parlé, mais je sais pas s'il sera de retour ce week-end. Je pense pas, mais Théo Lebris, il manque un peu aussi. Hein. Ah ben, Théo, facteur X de la saison pour moi. Hein. Quand il n'est pas là, quand il est là, on fait pas gaffe. Si tu le vois, mais Bah, quand il est quand pas il là, est là, justement, on fait un peu plus gaffe quand même. Théo Lebris, j'ai pas la durée d'indisponibilité. En tout cas, Théo Lebris, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une tension musculaire à la cuisse. Bon, bah, ça sent pas quand même la très très grosse blessure. Tiens, vas-y. Tu vois, s'il peut être là ce week-end, je le mets titulaire d'emblée, quoi. Ah bah oui, tu le mets où? À gauche? Ailier gauche? À gauche, ouais. De toute façon, tu peux le mettre partout, donc c'est bien, mais... Je le mets où il veut. Théo Lebris, non, j'ai pas... malheureusement, donc on est lundi quand on enregistre, lundi soir. L'information n'est pas sortie sur son éventuelle disponibilité, mais oui, s'il est apte, pour moi, il est dans le 11, mais tranquille, quoi. Lucas, tu es d'accord? Ouais. Moi? Ah oui. Oui, totalement. Parce que il a totalement prouvé qu'il avait sa place. Il amène, comme on disait, un peu de fougue devant, même si Kathleen peut l'apporter. Mais en tout cas, voilà. Et en plus, c'est un ailier qui peut être décisif. Et c'est vraiment ce qui nous manque, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, ce qui nous manque en ce moment. Est-ce que ce serait pas l'occasion de faire rentrer Ayman Kari un petit peu aussi, ce match d'Ajaccio? Le voir dans la rotation éventuellement? Après, on connaît pas encore trop son niveau, mais c'est vrai qu'un match comme Nantes où on était en difficulté au milieu, on l'a pas vu, je sais, il devait être dans le groupe, il était quand même dans le groupe. Oui, face à Nantes, il était dans le groupe. Mais voilà, donc après, est-ce qu'on va le tester sur un match comme ça? En fait, je pense que ça dépend un peu de la physionomie. S'il voit encore qu'on est en grande difficulté, va peut-être falloir faire des changements forts même au milieu, à des postes où on pensait pas qu'il le faudrait, mais voilà, moi je pense que ça dépend quand même du contexte. Moi, c'est ce que j'attends de ce match face à Ajaccio. C'est enfin de nouveau de la maîtrise tactique. Retrouver un peu cette sensation qu'on avait, alors ce ne sera pas aussi bien, aussi parfait, mais cette sensation qu'on avait avant la première blessure d'Abergel, tu sentais que c'était une équipe qui savait ce qu'elle faisait et il n'y a pas grand-chose qui pouvait lui arriver.
On avait ce sentiment de puissance septembre, octobre. On avait ce sentiment de puissance de l'équipe. Et pourtant, on est une équipe de gringalets, faut dire les choses. Milieu de terrain, c'est pas le plus costaud d'Europe, quoi, mais on avait ce sentiment de contrôle, quoi. Et ça, c'est ce que j'aimerais bien. J'aimerais bien, Alex, on réenclenche la machine contre Ajaccio. Et du coup, j'en profite pour vous demander vos pronostics pour ce FC Lorient-Ajaccio, qui aura le plaisir de voir presque toute l'équipe de la Taverne dans les tribunes. Donc, autant dire qu'ils ont la pression, les mecs. Lucas? Moi, je pars sur un 2-0, victoire 2-0. Je suis rarement confiant au pronostic, mais là, pour une fois, je me dis que ça va être un match maîtrisé face à une équipe qui va peut-être nous mettre en confiance, parce que c'est pas forcément la meilleure opposition. Après, est-ce qu'on va réussir à jouer en bloc haut? Est-ce qu'on va réussir à jouer en jeu de position? Donc voilà, c'est un peu le défi du match. Seul point positif pour nous, c'est qu'Ajaccio, ils n'ont pas l'enquête blessée et tout. Ils vont jouer avec beaucoup d'absents. Donc, tout est réuni pour gagner. Donc, on va faire match nul 1-1. Oui, parce que du côté d'Ajaccio, il y a Coutader qui est blessé, Tousgar, tension musculaire de la cuisse. Donc, ça veut tout dire et pas grand-chose. Mangani qui n'est pas là, ça c'est plutôt intéressant. Mine de rien, fracture des côtes, voilà. Belaïli qui j'allais dire qu'il était occupé à chier sur les murs du salon et faire les barbecues dans la cuisine, du coup. Ça va être compliqué d'être là. Et Diallo, défenseur qui était suspendu contre Nice, on verra s'il est de retour. Bref, ouais, Ajaccio, c'est un peu compliqué. Moi, je vois quand même une victoire. Je me dis que voilà, si on ne gagne pas contre Ajaccio, autant plier les goals. On finit tranquillement dans le vent. On est maintenu peinard, mais là, il faut gagner. Donc, je vois même un bon 3-0 des familles, tu vois. Les deux matchs qui vont arriver, tu dois faire 6 points, en fait. En fait, si on prend des points là, après, t'enchaînes. Il y a Lyon, mais après, il y a un autre match. Il y a 3. Ouais, il y a 3. Et après, t'enchaînes Nice-Lille, je crois. Nice-Lille à un déplacement, Marseille à la maison, Monaco en déplacement. Paris. Ouais, Toulouse après à la maison et Paris au parc. Pour moi, tu dois prendre 6 points, comme ça tu passes la barre des 40. Et après Inch'Allah, ça passe, tu prépares la saison suivante. Alors du coup, évidemment, on est tous un petit peu déçus dans le sens où on avait des grosses attentes et on avait aussi, on se disait, on pourrait accrocher l'Europe et tout, et là visiblement c'est un peu compliqué et on a un peu tendance à broyer du noir là en voyant les résultats de l'équipe et la façon dont on joue. Mais finalement, si on relativise, si on regarde, on prend un petit pas en arrière, on est quand même 8e de Ligue 1. L'an dernier, je rappelle qu'à la même époque, on était au fin fond de la charrette. Et l'année d'avant, pareil. On a le même nombre de points que l'année dernière. C'est ça. Comment ? Ouais, c'est vrai. Ouais. Là, à date, on a le même nombre de points que sur toute la saison dernière. Ah, oui, d'accord, que sur toute la saison dernière. Je pensais que tu disais l'an dernier à la même date. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas dans ton. Ah oui. D'accord. Donc, oui, il y a 3 ans, on était en Ligue 2. Il y a 4 ans, on était en Ligue 2. Il y a 5 ans, on était en Ligue 2. Il y a 6 ans, on descendait en Ligue 2. Est-ce qu'on ne serait pas un peu trop impatients, nous les premiers ? Nous les premiers, on était tous, en tout cas, certains ici, moi y compris, on était chauds pour se dire ouais, on peut jouer l'Europe cette année, c'est un bon coup. Les joueurs aussi étaient motivés. Est-ce qu'on ne serait pas un peu impatient, un peu dans j'aime pas l'expression la culture de l'instant, mais c'est un peu ça en se disant ouais, maintenant on fait que de la merde, c'est nul à chier, le brise d'émission. Est-ce que finalement on ne devrait pas un peu savourer, même si c'est une saison tranquille qui va forcément décevante si on finit hors du top 10? Est-ce qu'on ne devrait pas se dire, on est en train de construire pour le futur, quoi, Lucas ? En fait, il y a un sentiment qui est un peu partagé. Alors, en tout cas, nous, à la Taverne, on n'était pas dans une optique, on va jouer l'Europe, en tout cas, un peu trop confiant. Moi, j'étais extrêmement confiant quand je jouais l'Europe. Oui, mais en tout cas, au Ferry Time, on était quand même un peu mesuré. On s'est dit, on va Pierrot voir. Et moi, on a réservé des billets d'avion dans toute l'Europe en avance. C'est vrai qu'on parlait déjà des déplacements dans les semaines. Mais en fait, là, on est un peu frustré. Donc, comme on a perdu 2 jours importants et qu'on enchaîne un peu les blessures
contraignante. On est un peu frustré donc du tournant de la saison. Et je pense que c'est normal aussi. Enfin, on peut pas toujours non plus trouver du positif partout. On était quand même sur une saison historique. On aurait pu continuer cette saison même avec les blessés si on avait peut-être géré le mercato différemment. Mais voilà, il y a eu des arrivées financières qu'on peut pas forcément refuser. On va pas revenir là-dessus. Donc forcément, c'est frustrant quand nous, on regarde juste le jeu et qu'on n'a pas envie de s'intéresser au côté financier, au côté, voilà, ouais, jusqu'au côté du vide d'un club, vide d'une structure. Donc, faut être un peu mesuré, mais on a quand même envie que ça reparte vite. Au moins qu'on voit des choses positives. Pas forcément faire la série du début de saison, évidemment, mais au moins qu'on revoit des préceptes qu'on a vus, quoi. Ouais, Pierrot, Lucas disait on était en train de rêver à des déplacements dans l'Est, le plus à l'Est où on va aller l'année prochaine, vu que Strasbourg, ils êtes dans la charrette, ça va être Monaco, Nice, Paris éventuellement. Est-ce que c'est quoi? C'est la déception de ne pas vivre une saison de folie finalement et de peut-être vivre une saison positive, quoi, simplement, entre guillemets, simplement, qui fait rager, ou alors on a vraiment des raisons d'être touche à foin. J'irais pas jusqu'à je sais pas, je dirais pas de déception, mais plus de la frustration. Parce qu'il y a des matchs qui étaient à notre portée, qu'on gagne pas. Je pense honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, on pourrait être à 10 points de plus, ça serait pas scandaleux sur certains matchs. Tu vas aller chercher où les 10 points? Monaco déjà? Monaco, Ça fait 2. Angers, le match aller à Reims, 3. On Donc, est, ouais, voilà, on est à 10, ouais. Voilà. t'arrives à 6, 8 points. Et Non, après, ce que tu nous as dit, on est à 10, 11 même. quand on était en Palais pour l'Europe, c'était fin novembre. On avait une équipe où on n'avait pas d'absents, ou Ouais. très peu, et qui tournait bien. Là, l'équipe, c'est plus la même qu'en novembre, premièrement. Et après, oui, on est forcément déçu par les derniers résultats parce que dans le contenu, c'est un peu pauvre par rapport à ce qu'on a pu voir. Mais d'un autre côté, tu m'aurais dit en début de saison, qu'aujourd'hui on serait 8e avec 36 points, le même total que toute la saison dernière, j'aurais signé de suite, quoi. Est-ce que y a pas le fait que alors il y a eu le rachat, la prise de participation, pardon. Il y a eu la prise de participation en plus par un club, par un gars qui a déjà un club en Angleterre qui veut faire son club satellite. D'ailleurs, Bournemouth, on s'en fout un peu, mais je ne sais pas ce que ça a fait ce week-end. Enfin, je ne sais pas s'il commence à sortir de la tête de l'eau, Ça fait 1-1 avec une passe D de Ouattara. Et ben voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui joue? C'est-à-dire qu'il y a le rachat en plus, la prise de participation, pardon, en plus par un mec qui a déjà un club, qui a des ambitions un peu. Bon, on garde un œil méfiant, on va dire. Des transferts importants. Armando, en début d'année, il ne faut pas oublier Armando qui est parti. Mofi, il ne devait pas partir sauf à 30 millions, finalement, mis 30 millions. Ouattara qui part. Bref, plusieurs choses que, comme tu l'as très bien expliqué, Lucas, finalement, ça fait partie de la vie économique du club il faut comprendre, mais le supporter est avant tout quelqu'un qui vient là pour vivre des émotions et ça fait vibrer personne. Nous, ça nous fait marrer de voir Mofi qui part pour 30 millions, mais ça fait vibrer pas grand monde d'autre, quoi. Donc il y a ça. Et finalement, il y avait une superbe ambiance au Moustoir, une sorte d'émulation. On voyait, Pierrot, tu y as été beaucoup plus souvent que moi, tu me confirmeras, mais on voyait il y a quelque chose qui se passait, quoi. Et là, le soufflet retombe. Le repas va être bon, mais ça va pas être du 3 étoiles, quoi. Ouais, après tu peux te contenter, d'un top 10, mine de rien, faut aussi regarder les équipes qu'on a en face dans le championnat. Je pense qu'on est à notre place. Moi, je trouve, 8, 12e place, c'est vraiment notre place. Tu regardes les équipes devant, intrinsèquement, c'est tellement fort. Ils ont plus de joueurs, plus de bancs. Et puis après, tu as des aléas. Si tu pas de blessure de Laporte et Bergel, je pense que déjà, ça serait beaucoup mieux. Au lieu de perdre entre guillemets que 2 joueurs, t'en perds 4. Donc, il y a 5 une même, moindre 5 si tu comptes Vogo, ça fait 5, hein, une moindre mesure.
Alors après, on peut pas extrapoler à tous les clubs, mais tu regardes Rennes avec depuis qu'ils ont plus Martin Terrier, Ça se passe moins bien. c'est moyen. Voilà, Ouais. Très moyen, ouais. Et une blessure, ça peut t'arriver n'importe quand, à n'importe qui. Donc après, on a fait vraiment le job en début de saison. L'objectif, c'était quand même, il ne faut pas l'oublier, c'était le maintien Ouais. avec une assise un peu confortable. Pour l'instant, c'est le cas. Je vois des gens qui reparlent de maintien, tout ça. Non, Si le maintien, il y en a si qui? si on termine en Ligue 2, je me coupe les couilles, quoi. Honnêtement, je vois Ok. je vois je vois pas Pierrot provoque le Strasbourg karma. je vois pas Strasbourg, Est-ce que Auxerre, ça Ajaccio. vaut si on termine en Ligue 2 pour des questions administratives aussi? Non. Non, mais je vois pas Strasbourg, Ajaccio, Auxerre reprendre, plus de 20 points sur nous, quoi. Non, mais surtout, ça veut dire que nous, on prendrait pas 6 points d'ici la fin de saison. Enfin, pardon, hein, mais Ouais, ça serait soyons quand même un peu raisonnables, quoi. Il faut savoir raison garder. Ouais, donc voilà, un peu le soufflet retombe, on va dire. Mais je pense qu'il y a encore, vous me dites si vous êtes d'accord, les gars, il y a encore quand même des beaux trucs à vivre. Même s'il y a un simili roue libre jusqu'à la fin de la saison, il y a encore des belles choses à vivre. Il y a forcément des matchs qui vont nous faire vibrer, des prestations qui vont aller un peu mieux. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train, tout simplement, de préparer la saison prochaine où on va être mieux armé financièrement? On va avoir des joueurs sur qui on a mis du pognon, je pense à Makengo, je pense à Dieng, qui auront pris le temps de s'acclimater, de prendre des repères, de connaître l'entraîneur. Et finalement, dans une Ligue 1 18, est-ce qu'on serait pas mieux armé est-ce qu'on n'est pas mieux armé aujourd'hui pour une Ligue 1 18 qu'on ne l'était il y a 2 semaines, avant la fin du mercato? ah bah si, clairement. Voilà. C'est un choix sportif de laisser partir tes meilleurs joueurs, sachant que tes objectifs sont remplis à mi-saison. Tu peux en profiter pour préparer ta saison prochaine. Après, enfin, il reste beaucoup de mois. Tu auras des joueurs qui vont aussi importants qui vont partir. Je pense à Lefebvre, je pense qu'un Telby, j'ai bien peur qu'on ait du mal à le garder cet été avec les prestations qui Enfin, sortent. Talbi, il avait signé quoi, 4 ans, je pense, non? Ouais, mais tu as vu les prestations qui sortent, à mon avis, Ah bah oui, 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 mais on a il y a pu un la petit enfin, s'il y a un petit club européen qui passe par là, ouais, bah, encore une fois, du coup, ça ramène beaucoup d'argent, quoi. ah oui, oui, Que oui, bah, de Talbi toute va pas façon, partir à 10 millions, quoi, c'est ça que je veux dire. ah non, 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 mais de toute façon, c'est des joueurs qui partiront pas, ce sera pas des soldes non plus, mais au lieu de perdre, tout le monde d'un coup, cet été, par exemple, si tu perdais Mofi, Dango, cet été, tu avais toute une équipe à refaire. Tandis que là, bah, les pertes que tu as eues, tu les combles et tu combleras, l'autre partie, cet été si jamais il y a des départs. C'est vrai. Et ça te permet aussi de tester tes joueurs pendant 6 mois. Par exemple, un Romain Fèvre, si tu vois que ça convient pas, bah, de toute façon, il y a pas d'option d'achat, mais tu peux toujours moyenner, un achat derrière. Mais tu vois, si c'est un joueur qui convient pas, tu vas pas dessus. Tu vas pouvoir tester le petit Kari. Enfin, non, je trouve que sur ça, c'est joué intelligemment. Après, c'est pas ce que j'aurais préféré non plus. Ah bah, on aurait tous préféré être en lutte pour l'Europa League ou la Conference League jusqu'à la fin. C'est pas fini, attention, hein. On n'est pas à l'abri d'une bonne série qui nous remet en selle. Il faut pas être, faut pas être exagérément optimiste, faut pas non plus tomber dans le drama, quoi. Mais voilà, c'est vrai que là, il y a cette sensation un peu de, on aurait pu faire un peu mieux, quoi. On a des joueurs en manque de repères, on l'a déjà dit beaucoup de fois dans cet épisode, donc soyons Puis, patients et il ça reste va quelques aller mieux. matchs sympas. Il reste un derby contre Brest à domicile, tu vois? Ouais. Il reste des matchs sympas à jouer. On va être champion de Bretagne, donc Oui, normalement, ça devrait être bon, ça. Ça devrait être ouais, bon. donc parce que tu m'aurais dit ça en début de saison, que tu finirais, en confrontation individuelle contre tous les autres clubs bretons, je t'aurais pas cru. Ah bah c'est clair, déjà Rennes, hein, on les tape 2 fois. Ouais, Alors oui, le scénario, oui, on méritait, on s'en fout, on les tape 2 fois. donc mais il y aura quand même une très grande frustration à la fin de la saison, mais il y aura quand même aussi beaucoup de positifs, à en tenir. Ce que je vous propose, messieurs, c'est de passer aux questions de nos auditeurs. Pierrot, je sais pas si tu les as sous les yeux. Ouais. Bah vas-y.
Et on va commencer avec une question de... J'ai perdu son nom. T'es sur Twitter ou Insta? Là, je suis sur Insta. Ok. De Nico5610. Fin de saison, on va jouer 6e, 7e place. Donc, je pense qu'on vient d'y répondre, c'est assez mort. compliqué. Hein. Ouais. Bah, non, mort, non. C'est. Bah, je miserais pas mon chien là-dessus, tu vois, mais j'en ai pas un. Mais c'est pas mort. Mathématiquement, c'est pas mort. Après, quand tu vois que Nice, enfin Lille, on en parlait, c'est bien plus fort. Lille, bon, Nice, faut voir si ça va tenir. Mais Lyon aussi qui revient, même s'ils sont loin en soi. Oui, mais Lyon, attention, ils ont Laurent Blanc. Hein. Ça devrait Ouais. foirer à un moment ou à un autre. Ouais. J'ai une question de Enzo5 FCL. Doucouré a-t-il progressé depuis le début de saison? Point d'interrogation. Doucouré. Ah, Cyriné Doucouré. Mm. Bah, on l'a pas beaucoup vu quand même. Mais ouais, moi je trouve ces dernières entrées plutôt intéressantes. Parce que contre Nantes, il fait pas une très bonne entrée, mais contre Lens, pour moi, il fait Ouais. une très bonne entrée. Enfin, Oui, il a oui. apporté du dynamisme et il en voulait quoi sur ses. Puis c'est un joueur qui jouait, il était à Châteauroux avant de venir chez nous, c'est ça? Il était en. Ils sont quoi, Châteauroux, là? National. Il est très jeune. Il fait duo avec les matchs au CEP à Lorient. Enfin voilà, faut lui laisser un peu le. Moi, il me fait penser à Tchèque Diabaté. Bah, je lui souhaite d'avoir la même carrière. Hein. En vrai, je lui souhaite d'avoir la même carrière. C'est le moins qu'on complètement. Ah bah je signe tout le matin, midi et soir. Trouvez-vous Lorient inquiétant? Et seconde partie de question, pouvons-nous terminer dans le top 10? Oh bah top 10, oui. Oui. On est à la lutte avec qui pour le top 10? Si on dit que c'est fini, bah, du Reims, du Toulouse, Lyon aussi. Enfin, oui. Oui, on est dans le top 10. Il a plutôt répondu dans l'épisode. Et inquiétant, ouais, inquiétant, non, pas inquiétant parce que on prépare l'avenir aussi, quoi. Si on voyait que ça allait dans le mur, qu'on avait vendu Mofi et Dango et qu'on avait recruté personne, par exemple, là, on pourrait se dire, ouais, ou attention, parce que l'année prochaine, c'est pas la même salade. Mais là, c'est pas le cas, quoi. Donc, pour le coup, à l'horizon un an, je suis pas du tout inquiet. On ressortira les bandes quand on sera 18e et dernier l'année prochaine, mais non, je trouve pas ça inquiétant, quoi. J'ai une question de Allomato. Est-ce que notre cru lyonnais est un orfèvre sur coup de pied arrêté? C'est encore des jeux de mots d'Allomato, c'est très compliqué en ce moment les jeux de mots Mato. Est-ce que c'est un orfèvre? Est-ce que ouais, les coups de pied arrêtés c'est un peu mieux mine de rien. Mais plus qu'avec Fèvre, je trouve que c'est les coups de pied de Kathleen qui sont intéressants. On marque de plus en plus sur coup de pied arrêté. Je crois que le but contre Talbi, il marque contre qui là? Contre Reims? Rennes. Contre Rennes? C'est un corner qui est super bien frappé. Un corner. À Marseille, c'est un corner qui vient de Kathleen. Ouais. Tu marques sur coup franc, tu marques beaucoup sur coup franc, mine de rien, cette saison. Ouais, Enzo contre Lens. Alors bon, là, c'est surtout le mur. Attends. Le mec de Lens, là, qui est dans le mur et qui dit, bah tiens, je vais me baisser, moi. Mais je pense que Hez, il lui a mis une chasse après le match. C'est sûr, non? Oui. Déjà, Leca, il lui a mis il a dit, bon, toi, on va t'emmener dans les bois, on va discuter, quoi. Avec une cagoule sur la tête. Mais ouais, non, d'où tu te baisses dans le mur, quoi. Surtout que c'est un joueur comme le fait, c'est pas non plus une puissance de frappe qui est impressionnante. Non, parce que le coup franc de le fait est extrêmement mal frappé. Il part dans le mur, quoi. Oui, enfin, il était quand même, il était quand même à une hauteur intéressante, on va dire. Mais oui, c'est. À hauteur intéressante, s'il reste debout, je te demande même pas de sauter. S'il reste debout, c'est le mur, c'est plein dans le mur, quoi. Et il n'était pas. Oui, pas extrêmement mal frappé. Tu ferais tout pour défendre Enzo, c'est incroyable, Lucas. Non, mais. C'est pas avec un coup franc comme ça que tu vas aller challenger, les Modric au Madrid. Lucas avec Enzo, on dirait moi avec Armand. C'est ça. Non, mais. Tu vas pas aller challenger Lucas Modric au Real. C'était fort. À partir du moment où ça part dans le mur, tu peux pas dire que ce soit bien frappé. Il est dedans, c'est ce que je retiens.
J'ai une question de Kevin Gassine. Faut-il changer de dispositif? Par exemple, le 4-4-2. On voit depuis le départ de Mofi qu'une seule pointe, ça suffit pas. Une doublette Koné-Dieng, une bonne idée. Un Koné qui apporte son gabarit devant et Dieng qui nous apportera sa profondeur, vitesse. Ponceau, le perdant dans ce schéma tactique, un repositionnement au milieu droit, même si le Brice préfère les joueurs percutants sur le côté. À ce jour, ni Fèvre ni Diarra sont au niveau. Lui, il a payé pour Twitter Blue pour avoir les questions, les tweets très longs, non? C'est sur Twitter. Non, Ça, non la question était en 2 tweets. Ah, d'accord. Je vais laisser Lucas répondre parce que je n'y connais absolument rien en tactique, en football. Alors déjà qu'on a du mal pour moi à rechanger complètement de système, même si ils doivent en travailler plusieurs systèmes à l'entraînement. Mais pour moi, changer de système ne serait pas forcément un bon choix, sachant qu'on a un Ponceau qui est très performant en tant que numéro 10. Donc là, le replacer côté droit, dans un secteur comme on a besoin de profondeur, c'est un peu compliqué parce qu'en plus, du coup, déjà tu condamnes ton côté droit à Ponceau et donc peut-être Fèvre en sortie de banc. Déjà qu'on a du mal avec les ailiers, je suis pas sûr qu'un Ponceau ça peut apporter justement les centres et les ballons nécessaires pour 2 pointes. Et même si pourquoi pas Koné du coup en appui d'un Dieng en profondeur ça peut être intéressant, mais pour moi déjà pour finir là-dessus, aussi si on fait un 4-4-2, pour moi le gros problème ce serait au milieu de terrain. Déjà qu'on souffre pas mal avec le milieu actuel. Si on perd Ponceau, on n'est plus qu'à du coup deux milieux centraux. Et face à des équipes qui ont souvent 3, voire 4, s'ils sont en losange milieu, et ben la bataille du milieu, déjà qu'on l'a perdu face à Nantes, là ça risque d'être la crise, pour moi. Rien de plus à rajouter Non, je souscris totalement au propos de Lucas. Même si je pense qu'un losange inversé, c'était plus efficace, mais bref. Une question de Romain-HE. Avez-vous des informations sur la remise en état de la pelouse? Sinon, une interview exclusive avec le jardinier est-il envisagée? Oui, c'est vrai que la pelouse, c'est bien de la merde, là, quand même. C'est pas fou. J'avais pas fait gaffe contre Rennes, mais match contre Angers, ouais. Bah déjà, à partir du moment où tu prends tes appuis, tu glisses, c'est compliqué. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur la pelouse. Du coup, je suis parti à la pêche aux informations. Et puisque certains nous ont dit aussi, oui, il faudrait revoir le contrat avec Sporting Sol pour qu'on travaille avec eux, machin, tout ça. Alors, la pelouse, qu'il faut savoir, donc le moustoir, c'est évidemment un équipement de la mairie de Lorient, mais la gestion de la pelouse, c'est la responsabilité du club. Et le club donc délègue, sous-traite cette gestion la confie à Sporting Sol, qui est donc le prestataire. Sauf que la pelouse, alors si elle est dégueulasse, c'est pas la faute de Sporting Sol pour le coup, parce que c'est la faute de 2 choses. Il y a eu la canicule cet été, faut quand même pas oublier. Le festival interceltique par-dessus, et le fait que les clubs ont plus le droit d'utiliser la luminothérapie là. Vous savez, à cause des économies de l'énergie, parce que normalement en décembre, rappelez-vous, on allait tous vivre à la bougie parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Du coup, la canicule là, et le festival, je reviens là-dessus, ça a détruit la pelouse. Ils ont dû ce qu'ils appellent la scalper, c'est-à-dire ratiboiser un peu tout ça. Et la pelouse qui était hybride, rappelez-vous, la pelouse du moustoir était hybride, c'était un mélange herbe et herbe synthétique. L'herbe, comment on dit, pousse autour du gazon synthétique, donc ça fait un truc nickel. Tous les grands stades sont en hybride. Le truc, c'est que forcément, le festoche, ça finit quand? Mi-août? Fin août? Début août, pardon? Début août, mi-août? Début août? Ouais, dans les premiers jours d'août, ouais. Et tu te retrouves à plaquer du gazon, t'as plus trop le choix, tu prends un peu ce qui reste, quoi. Et ce qui reste, c'était un truc naturel, classique, terre-sable. Et ils savaient très bien, le club, l'entreprise, que ça allait pas tenir l'hiver, quoi. Donc, ils espèrent que ça aille mieux au printemps. Une fois que les températures basses sont passées, ils espèrent que ça aille mieux. Mais c'est clair que cette pelouse, on en parlait avec certains joueurs, ça coûte beaucoup d'énergie aux joueurs. C'est pas forcément un hasard s'il y a beaucoup de blessures cette saison. La blessure de Vogo, c'est aussi un peu la pelouse, quoi.
c'est aussi beaucoup une relance de merde, mais c'est aussi la pelouse. Pierrot, je suis avec toi là-dessus, c'est la faute de Vogo, le but de Neymar. Mais voilà, donc la pelouse, oui, elle est à chier. Maintenant, c'est aussi, aussi beaucoup la faute à plusieurs facteurs. C'est dur de mettre la faute sur quelqu'un en particulier, quoi. Mais c'est clair qu'elle nous. Vous pensez qu'elle nous coûte des points, cette pelouse? J'allais dire, c'est clair, elle nous coûte des points. J'avais posé la question. Vous pensez qu'elle nous coûte des points? Oui. Oui, après, c'est dur à juger parce que ça désavantage aussi l'équipe adverse. Après, Ouais, mais si tu viens jouer, excuse-moi, je te coupe, mais si tu viens jouer bloc bas au moustoir et on joue les contres, t'es moins désavantagé que si tu essayes de construire depuis l'arrière comme on fait nous, quoi. Ah oui, bah après, mais il n'y a pas eu beaucoup d'équipes qui sont venues jouer en bloc bas. C'est vrai. Mais oui, récemment, oui, c'est vrai que ça peut être en partie. Après, si vous êtes- on a quand même vu des joueurs qui s'en sont plaints, donc c'est pas anodin non plus. Ah bah ouais, c'est clair. C'est clair. Et des joueurs qui nous expliquaient que ils bouffaient beaucoup plus d'énergie à jouer au moustoir qu'ailleurs, quoi. En fait, c'est des gains, ce qu'il y a beaucoup dans le football, ça s'appelle des gains marginaux. Et c'est dans le cyclisme chez Ineos, les gains marginaux. Et ça, bah, c'est quelque chose que tu n'as pas avec ta pelouse, quoi. Ouais. Parce que tu t'entraînes sur un billard à l'entraînement et quand tu joues en match au moustoir, la pelouse. Ouais. Non, ce serait bien, ouais. Ils ont l'air d'être confiants en se disant qu'au printemps, ça irait mieux. J'imagine qu'à la fin de saison, ils vont tout virer pour mettre une pelouse correcte, nickel. Mais bon, il y aura toujours le Festival Interceltique et il y aura toujours il fera chaud, quoi, cet été, donc, comme tous les ans. Donc, ça sent un peu bizarre. Ce qui pourrait nous amener à ouvrir le sujet du stade, d'ailleurs. Que fait la mairie? Alors là, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, l'opposition a dit ouais, non, mais alors, s'il y a un milliardaire américain, du coup, nous, on ne fait pas les travaux. Je t'avais dit, ça allait être tout bon. Mais tu vois, c'est pas pour défendre le club absolument, tu vois, mais c'est quoi ce discours de merde? Tu te rends compte que Lorient, ils ont un club de Ligue 1 haut de tableau, quoi. Regarde les villes qui sont devant nous. T'as aucune ville de la taille de Lorient. Même en Ligue 1, regarde les villes en Ligue 1. C'est que des villes avec plus de 100 000 habitants minimum. Ah ouais. Tu regardes, t'enlèves Ajaccio, Auxerre, nous. Là, comme ça, je parle comme ça, hein, de tête. Angers, évidemment. Bah, Angers, c'est beaucoup plus loin que chez nous. Hein. Ouais, je sais pas. Là, je parle. Enfin bref, on doit être dans le bottom 5 en termes d'agglomération, quoi. Et tu viens nous faire chier pour. C'est dur, quoi, je trouve. Angers, t'as 150 000 habitants. Hein. Ouais, bon, ça reste petit à l'échelle de la Ligue 1, mais ouais, en effet. Ouais. Et on a un club de Ligue 1 qui performe, parce que tu dois compter sur le CEP qui a encore pris une valise contre Toulouse, enfin une valise qui perd. En vrai, tous les ans, le CEP, c'est objectif monter en Pro B et ça plafonne, quoi. Donc, ils n'ont pas une salle folle non plus, mais proportionnellement, ils ont des installations beaucoup mieux que nous, quoi. Proportionnellement. Pour le niveau, oui. Bah, Kervarik pour jouer au basket, pardon, mais c'est plutôt correct, quoi. Après, j'ai eu la chance d'y jouer. Pour la tribune, c'est des tractations politiques. Tout le monde était pour la campagne dans tous les camps, et puis maintenant, voilà, évidemment. Il n'y a que l'opposition qui est contre. C'est heureux hasard. Non, mais tu vois, tiens, j'y avais pas vraiment pensé avant, mais proportionnellement, le CEP a des meilleures installations pour jouer au basket en 3e division de basket, hein, attention, que le FCL, quoi. Ouais. Après, ils mettent les moyens aussi depuis quelques temps. Qui ça? Le CEP. Ouais, le CEP, mais ils sont à Kervarik depuis combien de temps? Ça fait longtemps, hein. Ah ouais, ça fait longtemps, mais j'habitais encore dans le coin, ils jouaient déjà à Kervarik, donc ça fait le plus de 10 ans. que tu as connu, c'est plus le même qu'aujourd'hui. Hein. Ouais, non, mais le terrain reste quand même nickel, la salle est plutôt pas mal, quoi. Moi, il n'y a pas de problème de pelouse. Non. Je continue avec une question de Enzo Merlu, 56. Vu qu'on n'a plus d'ambition cette saison, je pense qu'il parle plutôt d'Europe. Est-ce qu'on peut mettre quelques joueurs intéressants de la réserve dans le groupe pour l'an prochain? Je pense intégrer les petits jeunes. Lucas, je vais te laisser répondre, mais je pense qu'on va le voir d'ici la fin de saison dans le groupe pro, non?
Bah, j'espère, mais je suis un peu résigné au vu de. Toi, Bah, toi- toi aussi, tu penses à Paul Belon? Pas du tout. ouais. On y pense tous, mais le problème, c'est que, en fait, cet hiver, au Attention, final, attention le micro, Lucas, tu veux bouger en ouais. même temps. Par rapport à au final, cet hiver, on a perdu aucun milieu de terrain, on en a recruté 2. Ouais. Et déjà, avant ces 6 mois-là, non, avant ce mercato-là plutôt, on l'avait pas vu dans le groupe, donc je suis un peu moins confiant. Ouais. Mais ouais, j'espère après ouais, à part Paul Bellon, peut-être en défense centrale du coup, mais c'est pas forcément des jeunes joueurs à potentiel. Et puis, Moi, je, il y a moi, Eli je vois Kroupi quand même, le petit junior. Croupi en fin de saison. Ah, Tu je vois, pense qu'on le verra. Ouais. Il s'entraîne avec T'as- les pros, il performe. t'as une petite blessure devant. Genre, les a- genre Dieng se fait les croiser au prochain match. Non, mais tu vois, t'as une blessure chez les attaquants devant en fin de saison. Tes objectifs, ils sont remplis. Ouais, ou t'es tranquille, quoi. Tu laisses t'as pas- grappiller quelques temps de jeu, tu vois, pour le récompenser de sa saison. Ouais, c'est vrai. Franchement. Ouais. Il met un triplé et puis il est vendu 50 millions à Bournemouth dans l'été, quoi. Bah, c'est Mais ce que je me dis, est-ce que le club veut pas le protéger un peu? Mais en même peut-être. temps, Ça aurait du sens. s'ils le font pas jouer, il va peut-être déjà commencer à faire. Après, en N2, il performe pas mal. Hein. Bah oui, Oui, c'est ça. Ouais. Donc Paul Belon, Kroupi, Wakar, c'est ça aussi, peut-être? Ouais, Qui bah est c'est dans pas le un groupe jeune, mais souvent. en tout cas, c'est un genre Oui, de. souvent dans le groupe. Oui, pardon, je pensais à des joueurs de N2 plus généralement. Tu allais citer un Oui, autre oui. joueur, un autre jeune qu'on verrait peut-être? Il y avait un joueur qui était dans le groupe contre Lens, au milieu, j'ai plus son nom. De mémoire, c'était. Je me concentre. Du coup, il va falloir meubler pour pas qu'il y ait un trop gros trou dans notre histoire là. Je réfléchis de mémoire. Je pense, Pierrot, que tu faisais bien sûr référence à Nougat. Nougat, Paul Dubien Mbelek Nougat. Bah, du coup, Il vient de Blanc-Ménil, c'est peut-être lui? en fait, Non, enfin oui, Ouais, il y en non, avait. c'était plutôt 23 ans, Cola non, qui c'est pas parlait. lui. Ah, J'ai Enzo Ah, pas si. Cola. dit là. Ah oui, Non, Erwan je Cola, pensais à pardon. lui plutôt, Ok, Lucas. pardon. Ouais, bah Mbelek, du coup, Paul Mbelek, Nougat Mbelek, c'est un défenseur central. Je sais même pas pourquoi c'était pas Walker, à moins que il est aussi dans le groupe. Mais il devait peut-être être blessé, je sais pas trop. Mais en tout cas, ouais, défenseur central, pas forcément à Si, potentiel. Wakar, c'était dans le groupe aussi. Ouais. Ok, voilà, donc c'est pour ça. Mais du coup, Erwan Cola qui est arrivé donc, cet été, Ouais. et qui performe plutôt. Après, je suis pas encore hyper, on va dire. Bon, j'ai pas eu la sensation que ça peut être Ah, un mais il a joueur joué en important, un coupe. joueur qui va rentrer dans la rotation. Il a joué en Comment? coupe contre avant Bastia, c'était Châtaigneraie, il a joué. C'est possible. Ouais, ouais. Oui. Oui. Je suis en train de regarder là. Il est rentré, il a remplacé Stéphane Diarra à la 75e. Écoute, si Stéphane Dirac continue sur ce genre de performance, étant donné que oui, c'est bien un allié droit, bah écoute, pourquoi pas amener un peu de fougue, un peu de jeunesse, Ouais, ça ouais. peut être qu'être positif. Pierrot? Il y a eu beaucoup de questions sur les ambitions, sur la dépendance à Berger, Laporte. Ouais, Tout ça, je vais finir par une question de J.C. Darche que je salue. Faut-il virer Le Brice et pourquoi pas reprendre Casoni pour réimpulser une dynamique? C'est clairement. Antonetti est parti à Strasbourg là. Donc j'ai envie de dire. À partir du moment où Strasbourg vire Stéphane pour prendre Antonetti, qu'est-ce qui nous empêche de virer Régis pour prendre Bernard? On peut prendre Raymond Domenech. Hein. Non, faut pas exagérer, mais. Non, je pense que Régis, ça fait partie de l'apprentissage aussi de la Ligue 1, hein, mine de rien. Il ne faut pas oublier que sa première saison en Ligue 1, bon, il Puis fera pour des une erreurs. première saison avec des pros, il s'en sort plus que bien. Hein. Ouais, pas mal, ouais. Ouais, ça va, ouais. Plutôt pas mal. Merci Pierrot, merci à tous de nous avoir. Vous avez beaucoup écrit. On a posé la question hier soir ou ce matin, je crois. Donc, ce matin, au moment où on enregistre, donc, parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait enregistrer, ni si on allait pouvoir enregistrer. Mais donc, ouais, vous avez été super nombreux et vous êtes de toute façon de plus en plus nombreux à nous suivre sur Twitch. Il y a 2 semaines pour le Fairy Time Live, vous avez été un nombre record d'auditeurs, de spectateurs, pardon. On a vraiment kiffé, c'était vraiment super. Donc voilà, prochain match, c'est dimanche 15h face à l'AC Ajaccio au Moustoir.
Bon, on voit tous une victoire, donc normalement, défaite. Puis de toute façon, comme moi je suis là, il y aura probablement pas match dimanche à 15h en tout cas. Le curse. D'ailleurs, je devrais pas être à Montpellier non plus finalement, Pierrot. Bon, bref, on en parlera hors antenne. Ben voilà, qui conclut cet épisode. Merci Lucas, merci Pierrot, et puis à très vite dans la taverne. Salut. Salut.